Nous avons répondu il y a 2 ans à un appel à projet de la mairie de Paris autour des thématiques du complot. Et le brief de départ était en gros comment est-ce qu'on s'adresse à une population, c'est-à-dire essentiellement les 15-25 ans, qui ne croit plus ou de moins en moins ce que racontent ses parents, ce que racontent ses profs et surtout ce que racontent les médias. On a été assez vite persuadé que les Illuminati feraient un bon sujet, mais on a exploré d'autres pistes, et notamment celle des plateux, platistes, qui ont été évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire des gens qui pensent que la Terre est plate. Alors peut-être que ça fait rire certaines personnes ici, mais sachez qu'il y a 15 jours, un rappeur américain assez connu qui s'appelle Bob, B.O.B., a lancé une souscription mondiale, KissKissBankBank, sur Internet, pour affréter un satellite, en profitant de la nouvelle société d'Elon Musk, qui promet des envois spatiaux un peu moins chers que ceux de la NASA, pour dire, envoyons notre propre satellite là-haut, parce que depuis le temps qu'ils nous envoient des images, c'est tout le temps la NASA ou l'Agence spatiale européenne, enfin bref, ils nous bourrent le mou. Si on finance notre satellite et qu'on va vraiment voir là-haut, là pour le coup on sera sûr de ce qui se passe. Donc il a mis quand même 100 000 $ dans le pot, et le KissKissBankBank est ouvert, et il y a des gens qui cotisent, qui mettent en disant effectivement ça nous intéresse, parce que effectivement moi j'ai jamais été là-haut, je suis pas sûr qu'elle soit ronde. Alors il y a des gens un peu malicieux qui ont dit mais peut-être qu'il serait moins cher de prendre un bateau puis d'aller au bord de l'assiette pour voir où l'eau coule. Et ça paraît drôle comme ça, mais on est vraiment dans des gens qui sont persuadés que s'ils arrivent à envoyer un satellite, ils vont prouver eux-mêmes que on nous bourre le mou. Alors je vais revenir sur ce rond un peu plus tard. Il y a des gens qui ont intérêt à nous faire croire que la Terre est ronde alors qu'en fait elle est plate. Bon, on a relativement vite écarté les plateux et on s'est intéressé aux Illuminati. Alors pourquoi les Illuminati ? Les Illuminati, parce que vous tapez Illuminati sur Google, déjà ça vous donnera un certain nombre de réponses. Et surtout, en 2014, au moment où on s'intéresse à cet appel de projet, il y a 2 écrivains qui s'appellent Jacques Raven et Éric Giacometti, qui sont des romanciers assez connus, qui font des cartons en librairie, avec les histoires d'un commissaire franc-maçon qui s'appelle Marcasse, et ils sortent un pavé qui s'appelle Le règne des Illuminati. Alors ils sont assez malins, ils savent qu'en surfant un petit peu là-dessus, ils sont pas du tout. Éric Giacometti est un ancien chef du Parisien, et Jacques Raven est lui-même franc-maçon, et on va l'avoir dans notre doc évidemment. Mais surtout, la maison d'édition, pour la sortie de ce roman, fait faire un sondage par la société Ipsos, vous pouvez le trouver sur Google, il date de 2014, qui montre qu'en France, un adulte sur 5 et un adolescent sur 3 pensent que les Illuminati dominent le monde. Voilà, sondage Ipsos dans les conditions normales, 1065 personnes, échantillon représentatif de la population, tout ce qu'on veut. Ça fait quand même pas mal de monde. Un adulte sur 5 et un adolescent sur 3. Et donc du coup, là, ça y est, on savait qu'on tenait notre sujet avec les Illuminati. Et la deuxième question tout de suite qu'on s'est posée, c'est qui parle à ces jeunes ? Puisque c'était notre cible prioritaire. C'est vachement important qui parle à ces jeunes. Parce que si c'est moi, journaliste, forcément je fais un peu partie du complot. Donc ma parole déjà va être un peu suspecte. Donc du coup, à la télé libre, toujours pour faire entrer de l'argent et arriver à faire des contenus, nous avons développé depuis 9 ans déjà un système qui s'appelle Reporter Citoyen, où on prend en gros des gamins de 18 à 27 ans, une douzaine, et pendant 2 ans, c'était financé par la région Île-de-France. On leur apprend à faire de l'image, du son, recouper des sources, enfin bref, on leur apprend le métier de journalisme. Mais surtout, on va les chercher un peu en banlieue, un peu plus colorés, un peu moins profil des écoles traditionnelles que vous connaissez tous, le SJ, voilà, qui produit globalement
les journalistes que vous voyez à la télé. Et ça marche plutôt bien. Et du coup, on s'est dit, bah, si on prend l'un ou l'une de ces reporters citoyens qui ont 2-3 ans de plus que notre public cible, ils vont les regarder en face, pas en haut, depuis le vieux qui raconte son histoire et qui leur dit « Attends, petit con, complot c'est des conneries ». Voilà. Non, ils vont avoir un interlocuteur qui leur parle, qui est dans leur tranche d'âge. Et ça, c'est super important pour faire passer le message. Donc notre choix s'est posé sur Ayane Koudou, qui est de la toute première promotion de Reporter Citoyen, qui est brillante, qui est jolie, qui est en ce moment en contrat de qualification chez TF1, et voilà, qui vient d'une banlieue, de banlieue parisienne, avec des parents respectivement femmes de ménage et je sais plus quoi. Donc pas le profil habituel de l'école de journalisme, il faut être clair, puis je peux vous en parler, j'y suis passé moi aussi. Et donc une fois qu'on a défini ça, on s'est dit, bon, le premier truc, le plus important, c'est d'expliquer à ces gamins que le complot, ça existe, et que ça a toujours existé. Parce que le complot, alors on leur parle de Catilina. Et Catilina, c'est quand même l'un des premiers complots les mieux documentés de l'histoire, puisqu'on a 2 historiens, il y a Cicéron et le deuxième, son nom m'échappe, qui racontent ce complot, et ils sont chacun dans l'une des parties. Et donc, en gros, d'expliquer aux gamins que depuis qu'on s'est organisé en tribu, qu'il y a un chef, il y a toujours un mec qui veut être calife à la place du calife. Et que généralement, il faut qu'il se cache pour prendre la place du calife, donc ils se réunissent souvent la nuit en disant bon, comment on fait, est-ce qu'on le poignarde dans son sommeil, voilà, le complot c'est ça, mais surtout on leur explique que le complot c'est pas forcément malfaisant, et donc on en a cherché un, on l'a trouvé, il y a eu un complot en juillet 1944 contre Hitler, le complot des généraux, et généralement ça leur dit pas grand chose, par contre beaucoup ont vu le film avec Tom Cruise, et là on voit l'importance des icônes, des marqueurs iconiques pour s'adresser à une génération. Ce sont des gamins, peut-être culture générale, c'est peut-être un peu léger, par contre sur les marques, sur les people, ils sont très très ferrés. Et là du coup, là encore, ça leur parle, parce que notre souci dès le départ, c'était de bien délivrer le message par le bon canal. Et l'évidence qui s'est imposée ensuite, c'est qu'il fallait que ce soit un contenu qui soit totalement libre, avec notamment un passage obligé pour cette génération, qui est YouTube. Il faut savoir que YouTube n'est plus un lecteur de vidéos pour cette génération, c'est devenu un moteur de recherche. C'est-à-dire que quand ils ne savent pas quelque chose, ils le demandent à YouTube. Donc c'est plus Google, enfin je sais pas, j'espère que vous vous servez le moins possible de Google. Pour info, il y a un moteur de recherche français qui ne prend pas vos données, qui s'appelle Quant, qui est vachement bien. Et par contre, les gamins, quand ils ont quelque chose, ils demandent à YouTube. Et vous savez que YouTube, le ranking, se fait en fonction du nombre de clics par vidéo. Et donc, plus une vidéo fait du clic, plus sur une page, il y a ce qu'on appelle la ligne de flottabilité, c'est-à-dire la première partie de la page 1 que vous voyez sur Google. Il faut scroller. Et une fois que vous êtes en bas, vous avez accès à la page 2. Et il faut savoir que 95% des recherches Google s'arrêtent à la page 1. Google s'arrête à la page 1 et 80% des recherches se passent sur la ligne de flottabilité, c'est-à-dire juste ce que vous avez sur l'écran quand vous êtes en page 1 de Google. D'où l'importance cruciale d'être tout en haut des contenus. Sinon, personne ne va jamais vous chercher. Et c'est pour ça que le branding, les marques, tout le monde dépense des fortunes pour être en haut de l'algorithme Google. Donc il fallait passer par YouTube, il fallait leur mettre un site à disposition, et on a trouvé un nom assez vite, qui s'appelle Stop and Talks. Donc vous demandez Stop and Talks à Google ou à Quant, en principe vous allez tomber dessus. Donc ce site contient un documentaire dont je vais vous parler tout de suite, et un certain nombre de rubriques qu'on a appelées boîte à outils, développement, et surtout on a conçu ce site pour qu'il soit évolutif, c'est-à-dire qu'on puisse nous rajouter des documentaires, rajouter des interventions en permanence. On a également ouvert une page Facebook
parce que la viralité pour cette génération, c'est extrêmement important, encore que Facebook, c'est plutôt un truc de vieux, mais à partir de 18, 19, 20 ans, ils se rendent compte que Facebook a aussi un intérêt professionnel pour rencontrer des gens, pour faire des choses, pour diffuser. Facebook Live, c'est important, donc généralement, ils y passent. Un peu plus tôt, ils sont plutôt sur Snapchat, 12, 13, 14 ans, et on leur explique un certain nombre de choses. Donc une fois qu'on avait fait tout ça, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on raconte sur les Illuminati? Donc on a trouvé un spécialiste des Illuminati, parce qu'il y en a un. Il s'appelle Arnaud Delacroix, il est belge, il est professeur d'histoire et de philosophie à l'université de Bruxelles, et il a pondu un parpaing assez définitif sur l'histoire des Illuminati, parce que la meilleure, c'est que les Illuminati, ils ont vraiment existé. Ils ont été fondés par un monsieur qui s'appelait Adam Weishaupt, à la fin, vers 1782-3, quelques années avant la Révolution française. Et en gros, c'était un monsieur qui était enseignant à l'université de Bavière, qui était tenu par les jésuites. Et c'est un monsieur qui a infusé un peu Rousseau, les Lumières, et qui commence à mettre en doute la légitimité de la royauté, de la papauté, et qui commence à dire, bon, on subit des générations. Et il commence à faire des petits cercles avec ses étudiants pour leur dire, bon, voilà, c'est en quelque sorte des proto-révolutionnaires. On n'est pas vraiment à la Révolution française, mais c'est des gens qui commencent à délégitimer le pouvoir royal et le pouvoir catholique, et qui commencent à essaimer un petit peu partout. Les francs-maçons se sont constitués une cinquantaine d'années auparavant du côté de l'Écosse. Il y a des loges maçonniques un petit peu partout en Europe. Et les Illuminati se disent, mais les loges maçonniques sont le terreau idéal pour faire passer nos idées, pour essayer de développer cette culture. Et en gros, je vais vous la faire courte parce que l'histoire est assez passionnante. La Révolution française arrive, le prince de Bavière voit vite le danger, il est prévenu qu'il y a une petite société secrète, évidemment, parce qu'il ne s'agissait pas d'encourir les foudres des jésuites qui commencent à noyauter un petit peu partout. Donc il siffle la fin de la récré, Weishaupt s'exile, certains sont arrêtés, un certain nombre, et ça s'arrête totalement. En gros, les Illuminati, en 1794, quelque chose comme ça, il n'y en a plus. Et ces gens disparaissent pendant 200 ans. Et pendant 200 ans, personne n'entend plus parler des Illuminati. Et on voit, avec les années 2000, c'est un peu ce que raconte le doc, hein, je ne vais pas vous projeter aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps, puis on n'a pas de connexion. Donc le doc s'appelle « Vive les Illuminati », vous le trouvez sur YouTube sur ce nom, autrement il est au début du site Stop and Talks. Et avec les années 2000, arrivent les romans de Dan Brown, le 11 septembre, et l'avènement de YouTube en clair. C'est-à-dire qu'avant, ce qui était les médias qui étaient, il faut le reconnaître, l'apanage d'une caste. Moi, je fais de la télé, j'ai poussé pour plusieurs médias. Il fallait des moyens, il fallait des caméras, il fallait des bancs de montage, il fallait tout un tas de trucs. À partir des années 2000, n'importe qui, avec son ordi, sa webcam, peut enregistrer une petite vidéo, faire du montage, prendre des extraits, couper, modifier, enfin bref, faire ce qui avant était réservé aux professionnels de l'information. Et donc du coup, tout le monde commence à diffuser ses avis sur tout. Et donc là, à ce moment-là, on commence à voir refleurir un petit peu partout les Illuminati, cette société secrète qui a des symboles mystérieux, qui fait des triangles pour se reconnaître entre eux. Et donc, on a commencé à faire un petit peu, à voir monter en puissance cette... tapez Illuminati sur Google, vous verrez, c'est assez édifiant. En gros, les ados, ils ne sont pas totalement dupes, ils ne sont pas totalement crétins non plus, loin de là. Mais en gros, pour eux, les Illuminati, c'est les 0,1%. Les 0,1%, c'est cette petite minorité tirant les ficelles tout en haut, ramassant l'essentiel du pognon, noyautant, contrôlant. Et quand on leur demande qui c'est qu'il y a dedans, ça va de Vladimir Poutine à Lady Gaga, de Barack Obama à Jay-Z, aux gens de l'industrie de la musique. Et donc du coup,
Donc voilà, je vous invite à aller voir ce doc si vous voulez vous faire une idée. C'est un peu ça qu'on raconte dans le cadre de ce doc. Et on a eu, dès qu'on a mis en ligne, fait ce doc et mis en ligne le sujet, on a eu pas mal de lycées, de collèges qui nous ont contactés, qui nous ont dit est-ce que vous pouvez venir intervenir. Donc c'est compliqué, on est une toute petite structure, la plupart des gens sont bénévoles. Donc voilà, on n'a pas été très bon sur le coup, on a répondu à certains. Moi-même j'ai été faire quelques conférences, surtout sur Paris, parce qu'évidemment, voilà, on n'a pas un rond, toujours la même histoire. Mais ça je vais vous en reparler un petit peu après. Et grosso modo, quand on va dans un lycée, moi j'ai fait des interventions sur des écoles de première et terminale, on leur projette le film d'entrée, et ensuite on discute un petit peu avec eux pour savoir quels sont les trucs qui en premier les ont fait réagir. Unanimement, le fait de mettre, on a tenu à mettre dans le doc les tours du 11 septembre, vous les aviez montré tout à l'heure, et Colin Powell à l'ONU expliquant que oui, Saddam Hussein est un méchant parce qu'il a des armes de destruction massive. Et là, les gamins disent ah, bah, quand même, c'est un journaliste qui nous le dit, quoi. Parce que, vous savez tous, très longtemps, bon, la France s'était élevée contre, mais dans le monde entier, voilà, on fait la guerre à Saddam parce que c'est un méchant et qu'il a des armes de destruction massive. On sait aujourd'hui que c'était faux. Et donc, la première puissance mondiale, les États-Unis, est capable de raconter des conneries à la terre entière pour justifier ses buts, quels qu'ils soient, qui n'était pas de débarrasser le monde des armes chimiques de Saddam Hussein, puisque personne n'en a jamais trouvé là-bas. Et ça, c'est super important pour eux. Le deuxième truc qui est super important pour eux, c'est on a réussi à trouver, et Dieu sait qu'on en a contacté je ne sais combien, on a réussi à trouver un garçon qui est génial, qui s'appelle Rost Adom, qui est le seul rappeur membre du Conseil économique, environnemental et social. Qui est un rappeur, producteur, et qui est le seul qui a accepté de nous parler de ces trucs. Il y a un certain nombre ils sont dans le documentaire, de rappeurs qui ont fait leur fonds de commerce justement de ce complot mondial. Le plus connu, c'est le frère de Vincent Cassel, qui se fait appeler, je sais plus, il est dans le doc, qui fait énormément de vidéos avec toute la symbolique liée aux Illuminati, les triangles, et voilà. Parce qu'ils savent que ça fait du clic. Et donc, des stars mondiales comme Lady Gaga, Jay-Z, on a mis là encore des tas d'exemples, parce que dans le doc, on a récupéré énormément de choses sur YouTube, parce que les gamins sont habitués à ces formats, les gamins sont habitués à voir le logo. Donc YouTube, eux, c'est leur média, c'est pas le média. C'est pas le média des journalistes, c'est leur média. Et donc, quand on leur explique qu'ils mettent le triangle, ils font ça sur la pochette, parce qu'ils savent que s'ils font ça, les gamins vont se dire mais c'est un Illuminati, lui, c'en est un, c'en est pas, je sais pas. En tout cas, ça suscite de la curiosité, donc ça suscite du clic, et quand ça suscite du clic, ça suscite du pognon. Parce que tôt ou tard, on va chercher le contenu qui nous intéresse. Et la musique, évidemment, c'est le contenu qui parle à cette génération. Et surtout, on a tenu à faire dire à Yann Coudo, puisque c'est elle qui raconte dans ce film, à la fin de ce doc, elle leur dit explicitement, donc je suis incapable de vous prouver que les Illuminati ne dominent pas le monde. Parce que c'est pas quelque chose qui est prouvable. C'est pour ça qu'on fait intervenir un mathématicien aussi dans le doc, sur la symbolique, et surtout sur la différence entre croyance et fait. Donc si on ne peut pas vous prouver que les Illuminati ne dominent pas le monde, c'est pas parce qu'on n'en sait rien, c'est parce que le fait de penser que les Illuminati dominent le monde, c'est une croyance, c'est pas un fait. Pas plus qu'on peut prouver que Dieu existe ou que Dieu n'existe pas. Il n'y a aucun élément de preuve de quoi que ce soit. Mais par contre, eux cherchent en permanence des éléments de preuve qui leur disent que. Donc, une fois qu'on a discuté du film, on leur donne quelques éléments sur comment ça se passe, qu'est-ce que c'est qu'Internet en gros, parce qu'on nous explique à longueur souvent de papier d'ailleurs, et
je ne vais pas prendre à mon compte toute la production journalistique mondiale, mais que ce sont des digital natives qui sont nés avec un portable au bout des doigts, qui sont... et en fait, ils savent appuyer sur Play, sur YouTube, mais pour le reste, c'est assez sidérant la vacuité des connaissances numériques qu'ils ont. Donc, au début de la conférence, une fois qu'on a regardé le film et qu'on en a parlé, je commence par leur rappeler quelques petits éléments légaux, parce que ça c'est important. Je vais faire une petite pause eau. Que dans le monde numérique, chacun est directeur de publication de sa page, en France en tout cas. C'est-à-dire que vous êtes responsable des contenus que vous publiez et vous êtes responsable des contenus que vos potes mettent sur ce que vous publiez. Donc vous pouvez être tenu responsable et éventuellement poursuivi sur ce que vous mettez. Le deuxième truc, c'est qu'Internet garde tout. Et on s'en rend compte notamment avec Snapchat. Moi, je peux vous dire que dans les classes où j'ai dit ceux qui pensent que Snapchat, tout s'efface au bout de 15 secondes, ça va leur faire drôle un jour, parce que Snapchat garde tout. Et là, vous en voyez un peu blême qui me dit « mais vous êtes sûr ?» Donc en gros, c'est jamais effacé, totalement. Donc il va falloir assumer. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que tout est archivé. On ne sait pas où c'est archivé. Enfin si, ça se rapproche du pôle, puisque les data centers grossissant de plus en plus, ça nécessite des investissements monstrueux en refroidissement. Et donc le data center de Facebook Europe, il est dans le nord de la Finlande. Les plus gros data centers mondiaux sont en train de se rapprocher des pôles. Parce qu'il faut tellement d'énergie pour refroidir ces trucs-là, tellement ça mouline, que du coup c'est des économies fantastiques qu'ils font. Et on leur explique enfin que chacun d'entre eux est un média. C'est-à-dire qu'avant c'était ouais, les journalistes, les journalopes, pardon, forcément complices, que eux-mêmes ils sont un média, que leur page Facebook c'est un média, que leur page Instagram c'est un média, qu'il y a plus ou moins d'audience dessus. Vous pouvez vous adresser à 10 personnes, mais vous pouvez aller voir un certain nombre de sites qui ont 100 000, 1 million de followers et qui sont des personnes. Et surtout, on les aborde par un biais qui les intéresse beaucoup, c'est les marques. Et les youtubeurs, pour eux, ce sont pas des idoles forcément tout le temps, mais enfin pas loin. Il y a une dizaine de youtubeurs français assez connus qui ont tous été rachetés d'ailleurs par une grosse société qui s'appelle Webedia, qui gère leurs intérêts, ou à presque. Donc pour vous donner un ordre d'idée, Webedia a dépensé 6,5 millions d'euros pour s'attacher les services de Cyprien, 5,5 millions d'euros pour s'attacher les services de Squeezie. Ce sont des gens qui ont des millions d'abonnés. Et ça, pour la pub. Et on leur explique pourquoi, à chaque fois qu'ils like sur des marques, notamment, j'adore Coca-Cola, j'adore Nike, j'adore machin, j'adore truc, pourquoi ensuite, comment ces sociétés, les youtubeurs, tout ça, collectent ces données pour ensuite délivrer le rêve de toutes les marques depuis qu'on a inventé la publicité, c'est-à-dire de délivrer le bon message à la bonne personne en étant sûr qu'elle sera réceptive. Parce que si vous envoyez une pub Pepsi à des gens qui ont liké la page Coca, ils vont dire ouais, Pepsi c'est de la merde, moi si je suis Coca. Et enfin, on essaye d'aborder avec eux, terminal ça passe un petit peu, les notions de bulle cognitive. On leur donne pour exemple un site que j'aime bien personnellement, qui est une création assez récente, je voulais vous le montrer, mais qui s'appelle le Drenche, Ledrenche-E. Je trouve le titre terrible, mais en plus je les connais, ceux qui font ça, je leur ai dit. Le Drenche, c'est droite, centre, gauche. Je ne sais pas si vous suivez. Voilà, à peu près. C'est un site qui est vachement bien, parce qu'il aborde plein de sujets, et sur chaque sujet, il vous donne 2 avis. Et donc, il vous confronte à, ce que vous croyez, ce que vous pensez savoir, frontière est parfois ténue, et une opinion tout aussi argumentée qui vous dit le contraire.
Et donc, la notion de bulle cognitive, c'est une notion que je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont sûrement plus familiers que moi de cette notion. C'est la tendance humaine, finalement, assez normale, d'accorder plus d'attention aux choses qui vous intéressent ou que vous pensez savoir, qu'à l'opinion contraire. Donc si vous commencez une vidéo, on vous parle d'une musique qui est souvent un peu la même, si ça vous amuse, allez voir dans les vidéos Illuminati sur YouTube. C'est la fameuse musique de Requiem for a Dream, c'est une musique un peu angoissante, un peu lente. Elle commence toute comme ça, parce que voilà, ça fait partie d'un processus. Et ensuite, on vous annonce qu'on va vous révéler quelque chose, après vous avoir expliqué généralement que, évidemment, tout le monde vous ment. Vos profs, vos parents, les médias, on nous cache tout, on nous dit rien, en clair. Et je pense que ceux parmi vous qui traitent ces questions savent bien que dans les processus, l'exemple de monsieur qui était ici à ma place avant, il y a un processus préalable qui est de lavage, pour dire, bon, tout ce que tu sais, c'est de la merde, on t'a raconté des conneries, moi, je vais t'expliquer, mais on explique qu'une fois qu'on a bien purgé un certain nombre de choses, et ce sont des mécanismes qui sont assez similaires au phénomène de radicalisation djihadiste sur Internet, notamment, où on commence par t'expliquer que voilà, la société, tes profs, ils te racontent des conneries, ils sont pas bien, ils sont pas machin. On commence par disqualifier toute une partie de la parole. Ensuite, on les intéresse aux fake news, qui sont en train de prendre un essor assez phénoménal. Il y a des ancêtres. Ah non, juste avant, je voulais vous dire un truc. Quand on a mis en ligne Stop Intox, on s'est dit, bon, on va faire quelque chose sur les Illuminati. A priori, bon, c'est pas un sujet super sensible, c'est pas religieux, il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de... etc. Il y a des francs-maçons, évidemment, on en parle avec Jacques Ravenne, parce que souvent, en gros, pour faire court, dans le complot, il y a toujours les juifs et les francs-maçons. Hein, dans le doute, au cas où, on peut les désigner, généralement, ils en font partie. Et il y a un relatif consensus pour être d'accord que, oui, forcément, ils en sont. Parce que, quand même, dans les 24 heures qui ont suivi la mise en ligne de Stop Intox, on a eu une pleine page dans Égalité et Réconciliation. Je ne sais pas si vous connaissez Égalité et Réconciliation, c'est le site d'Alain Soral. Rigolez pas, parce que ça nous a fait énormément de clics. On ne pensait pas qu'en publiant un truc sur les Illuminati, les croyances des adolescents, on taperait le fonds de commerce de quelqu'un, ou de gens, et dans la foulée des Illuminati, parce que si vous connaissez un peu la fachosphère, et grosso modo, qui est une présence, il faut savoir qu'Égalité et Réconciliation, c'est le cinquième site d'information le plus consulté de France. Et donc, en réalité, vous avez une pleine page dans Égalité et Réconciliation qui explique que John Paul Lepers, moi j'ai réalisé le doc, mais John Paul c'est mon boss bénévole, puisqu'il présente Vox Pop sur Arte, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, et donc le site expliquait en long, en large et en travers que le gauchiste Lepers, vaguement juivé, on n'est pas sûr, mais bon, est allé prendre de l'argent public de la mairie de Paris pour empêcher les gamins de savoir que, ben oui, on nous cache tout, on nous dit rien, qu'il y a un complot, qu'il se passe des choses. Et toute la fachosphère, Panamza et compagnie, ont embrayé derrière. Et donc, mine de rien, en parlant de Stop Intox, ils nous ont fait faire du clic. Certes, par des gens qui allaient cliquer pour voir ce que c'était, mais en même temps, le monde numérique est un monde dans lequel il n'y a pas d'autres valeurs. Et on le voit en ce moment, il y a des grosses batailles entre annonceurs et agences de pub pour nous dire, et même avec Facebook et Google, pour dire que peut-être qu'ils nous bourrent un peu le mou avec les pubs numériques, que la publicité finalement, toute ciblée qu'elle soit, avec toutes les données qu'ils ramassent sur nous en permanence, c'était pas si efficace que ça. Donc du coup, on a énervé ces gens-là. Et là, on s'est dit, bon, on n'a peut-être pas été mauvais sur le coup, parce que c'est la preuve en creux qu'en tout cas, il y a des gens pour qui c'est un fonds de commerce, tout ça. Donc après, on aborde avec les gamins les fake news.
parce qu'il y a plusieurs sortes de fake news. Et ça, on essaie de bien leur faire comprendre. Et d'abord, les fake news qui font rire. C'est l'ancêtre de tous, c'est le Horowitz Report. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. The Onion. Et ensuite, c'est venu chez nous. Il y a le Gorafi, il y a Nord Press. C'est-à-dire, le but, c'est de faire rire. Le but, c'est d'épiter. Florent Philippot va ouvrir un kebab ou une couscouserie suite à l'affaire, si certains d'entre vous ont suivi, de la fameuse photo. Il y a quand même autre chose à manger que du couscous quand on est Front National, bordel, quoi. Donc là, le but, c'est de faire rire, et c'est drôle. Et généralement, c'est suffisamment explicite et suffisamment clair pour qu'il n'y ait pas de doute sur l'intention. Après, il y a des trucs qui commencent à faire douter. L'autre possibilité, c'est pour passer une propagande. Ça peut être une propagande d'État. Donc vous savez peut-être, il y a RT, Russia Today, qui est la chaîne russe qui va démarrer en France, ici, au mois de... C'est en cours, c'est à la fin du mois, au mois de novembre, je crois, ils ont pris un petit peu de retard, qui existe sur site et qui va passer, qui va avoir un canal télé. Mais les inventeurs de ça, c'est Voice of America, ce sont les États-Unis. C'est le soft power. Les États-Unis, après la Deuxième Guerre mondiale, le jazz, le chewing-gum, Hollywood, le way of life, c'est cool d'être américain, et puis chaque État a intérêt à passer sa propre propagande, donc les uns contre les autres, c'est ce qu'on appelle le soft power. Après, il y a de la propagande de consommation, c'est les rappeurs, les chanteurs, tous ceux qui utilisent, y compris ce bon... Jacques Raven, l'un des co-auteurs, quand il fait un bouquin qui s'appelle Le règne des Illuminati, il sait forcément, avec un commissaire franc-maçon, il joue sur ces questions, outre le fait que les romans sont chouettes, sont pas mal, sont intéressants. Et donc ça, on a essayé de le faire expliquer dans le doc par Rost, notre rappeur. Parce que lui, il a une crédibilité vis-à-vis des gamins. Il faut toujours avoir en tête qu'on essaye de leur inculquer, de dire qui me parle. Qui me parle tout le temps, qui me parle, que ce soit une vidéo YouTube, que ce soit moi ici, qu'est-ce que j'ai à vous vendre par exemple? En l'occurrence rien, puisque tout est gratuit sur ce site, mais toujours avoir ce réflexe de se poser la question face à un message qui me parle. Donc d'idéologie, bon, égalité et réconciliation, j'ai déjà séparé les deux, je vais vous la faire courte. Il y a un truc qui amuse beaucoup les gamins, il y a pas mal de littérature dessus sur la question, vous pouvez la regarder. Il y a un petit village en Macédoine qui s'appelle Vélès. Vélès, c'est un village mais paumé en Macédoine, la moitié de la population est au chômage, c'est terrible. Et ce village est devenu la capitale mondiale de la fake news. C'est sur la pub. Il y a peu d'explications sur pourquoi. Essentiellement pas mal de désœuvrement, peu d'emplois sur place. Vélès a grossi et a réussi à comprendre qu'en publiant de la fausse information, vous avez tôt ou tard des sites qui vous rémunèrent au clic. Et donc plus votre fausse information est cliquée, donc relayée et retweetée, plus vous faites d'argent. Et c'est de l'argent sonnant et trébuchant. Par exemple, YouTube évite ce genre de choses. Ils ont modifié leurs conditions relativement récemment. À partir de 100 000 vues sur YouTube, vous commencez à percevoir une petite rémunération. Et à partir de 1 million de vues, là, YouTube commence à vous verser plus d'une centaine d'euros, on va dire. Donc il y a une monétisation de ces contenus. Et cette monétisation est d'autant plus grande que ces contenus sont cliqués. Donc il va de soi que si je fais un article sur l'ouragan Irma qui est passé sur les Antilles, cet article sera moins cliqué que si je mets Nabila échappe à l'ouragan Irma qui s'est passé sur les Antilles, parce qu'il se trouve que Nabila était en vacances aux Antilles mais qu'elle est partie la semaine d'avant. Donc en plus, là je ne dis pas une connerie, c'est de l'information. Voilà, donc je ne cherche rien à vous cacher. Mais c'est évident, et comme sur les portables et sur cette génération, la plupart des gamins ils regardent ça sur leur portable, en gros ils voient le titre, et si le titre les accroche, ils s'arrêtent, et ça se lance, c'est en procédure automatique, s'ils n'accrochent pas, ils passent à la nouvelle suivante. Donc s'ils voient
l'ouragan Irma me fait chier, Nabila échappe à l'ouragan Irma, ah bon? Je clique. Donc le décryptage de ces modes de consommation de l'information est important. Ensuite, on les ramène sur le site Stop and Talks. Dans le site Stop and Talks, il y a une partie qui s'appelle Kit de survie, qui sont un certain nombre de liens, qui sont des liens de tentatives de médias pour savoir comment on peut vérifier les infos. Alors évidemment, il y a les décodeurs du monde, des intox de Libé, je pense que vous connaissez la plupart. On leur apprend à se servir, par exemple, de Google Images Inversées, ou d'un autre site qui est très bien, qui s'appelle TinEye, Tineye, qui vous permet de retrouver l'origine d'une image. Vous avez par exemple, lors des bombardements sur Mossoul ou sur Raqqa, je ne sais plus très bien, il y a une image d'une petite gamine couverte de poussière, du sang coulant du nez, des oreilles, terrible, voilà, avec des morceaux autour d'elle, enfin c'est le chaos total. Salopard de Russes ou d'Occidentaux, suivant le média qui les diffuse. Voilà le résultat de la Syrie. Et en fait, si vous faites une recherche image inversée, vous vous rendez compte que c'est une photo qui a été prise il y a 10 ans lors d'une éruption volcanique au Mexique. Mais du coup, comme dans les médias sociaux, et ça c'est un point très important, l'émotion, et l'émotion passant par l'image, et les gamins étant plus susceptibles d'aller voir une vidéo que de lire un texte, l'émotion brute s'impose, et donc le message derrière, c'est « Vous avez vu ce que les Russes font aux gamins ?» Sauf que non. Mais si on n'avait pas mis la photo, il est évident que le truc aurait été cliqué 100 fois moins. Donc ces outils sont disponibles dans le kit de survie sur le site Stop and Talks. Donc sur la fin, je vais essayer, je suis un peu long. Donc oui, voilà, sur la fin, quand on leur dit on ne peut pas vous prouver que les Illuminati n'existent pas, au départ, moi j'avais pensé leur dire mais moi je ne peux pas vous prouver que Dieu n'existe pas ou que Dieu existe. Et en fait, on s'est rendu compte que sur notre public cible, il y a des gamins pour qui les croyances c'est super important. Et que si on les attaque frontalement sur ces questions, ils ferment les écoutilles, et après, c'est fini, ils sont perdus. Enfin, ils ne vous écoutent plus, ils ne sont pas perdus. Ils se sont dit, bon, ok, celui-là, il m'explique. Il y avait des références tout à l'heure, hein. Il y a des profs qui remontent qu'ils ont du mal à enseigner la théorie de l'évolution, parce que les gamins leur expliquent que, bah non, Dieu il s'est reposé le 7e jour, parce qu'il était fatigué déjà, et qu'il lui restait un RTT, quoi. Donc il faut tenir compte de cette sensibilité religieuse chez les ados pour essayer, parce que notre souci là encore c'est d'essayer de diffuser ça dans un cercle le plus large possible, et que du coup on a remplacé Dieu par l'âme dans le doc, en faisant dire à Yann Coudo, toujours la même histoire, en lui disant voilà, on ne peut pas vous expliquer, vous prouver que l'âme existe, on ne peut pas vous prouver qu'elle n'existe pas non plus. Et bien les Illuminati c'est un peu pareil. Étant donné que les Illuminati, alors après, bon, j'essaie de vous la faire courte parce que certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de Bilderberg, de choses comme ça qui sont des choses réelles, qui sont souvent assimilées au complotisme. On essaye d'être simple, le plus simple possible, mais voilà, qu'il faut qu'ils essayent de garder un niveau de doute critique, que quand ils voient une information, ils aient le réflexe de dire, bon, qui me raconte ça? Est-ce que, 3 clics, est-ce que je trouve cette info ailleurs? Ça c'est super important. Est-ce que c'est repris par d'autres journaux? On leur demande, en quels médias vous faites confiance? Là, des fois c'est intéressant. À qui vous faites confiance comme média? Généralement, la première réponse c'est YouTube. D'accord, YouTube c'est pas un média. Ah bon? Ben non, si, c'est un truc qui m'envoie des images, quoi. C'est quoi le problème? Donc après on essaie de leur expliquer, et ça on le fait bien avec les reporters citoyens, de dire que aller chercher l'info, ça coûte de l'argent,
il faut aller sur place, il faut savoir ce qui s'est passé, donc il faut payer les gens. Donc l'information, plus personne ne veut payer pour l'info, il faut que ce soit gratuit. Donc vous avez Yahoo, vous avez des tonnes de portails qui délivrent de l'information gratuite. Et la question à un moment donné, c'est que il faut que quelque chose soit validé en étant repris ailleurs. Quand il n'y a qu'un seul site qui vous annonce un truc, un petit peu de méfiance. Le problème, c'est que les sites de la complosphère, la fachosphère, pour faire court, se multipliant, les mecs disent attends, c'est dans l'égalité de réconciliation, c'est aussi dans Panamza, c'est aussi dans ce truc-là, donc j'ai plusieurs sources, donc c'est bon. C'est un truc qui s'appelle Our World in Data, et c'est le monde rapporté à 100 personnes. Et les gamins, on leur dit, vous avez l'impression aujourd'hui qu'on vit dans un monde effroyable parce que chaque JT commence par la guerre, par les musulmans qui viennent nous égorger, qui viennent nous trucs comme ça. Il faudrait se calmer. Il faudrait se calmer parce que le monde s'est jamais porté aussi bien. Et ça, ce sont des grands... Voilà, le graphique du haut, c'est la pauvreté extrême. Ça part en 1800 et ça finit en 2015. Donc on a éradiqué la pauvreté extrême pour 90% de la population depuis 200 ans. Ça, c'est les systèmes démocratiques. Il y a 200 ans, il n'y avait pas de système démocratique dans le monde. Aujourd'hui, vous voyez, on a quand même 56 personnes qui vivent dans des pays qui sont considérés comme des démocraties, contre 44 dans les autres. Ça, c'est la vaccination. Vous entendez parler ici, je crois qu'il y a eu quelques allusions tout à l'heure, quand on entend Isabelle Adjani, invitée par France Inter, sur une truc de grande écoute pour expliquer combien c'est nocif de se faire vacciner. En 1800, pourquoi ils n'ont vacciné personne? Aujourd'hui, il y a quand même 86% de la population mondiale qui a accès à des vaccins. Ça, c'est un sujet auquel nos gamins de banlieue, les reporters citoyens, les lycées dans lesquels on est venus sont très sensibles. C'est la colonie. Vous voyez, il n'y a plus de pays qui sont sous domination coloniale. On va dire qu'il subsiste des restes, il y a des gens qui veulent démonter des statues, débaptiser des rues, etc. Mais globalement, c'est ça. Ça, c'est l'éducation de base. Lire, écrire, compter. Ça, c'est la production de littérature. Ça, c'est la mortalité infantile, pour vous faire court. Donc, on essaie d'expliquer aux gamins que le monde ne s'est jamais aussi bien porté. En dépit de tout ce qu'on a l'impression de savoir, qu'on est en grand péril, que les islamistes sont à chaque coin de rue pour nous égorger, parce que ça fait les unes, que globalement, rapporté à l'ensemble du monde, on n'a jamais été aussi bien sur Terre. Et donc, il n'y a pas, pour l'instant, d'apocalypse à venir. Bon, allez, je garde un peu de questions, au cas où il y en aurait. Je m'arrête là. Merci de votre attention. Merci Christophe Tisser. Nous irons voir le site Stop and Talks. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est compliqué d'émettre des doutes sur le réchauffement climatique. Encore que non. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a eu une évolution sur cette histoire. C'est qu'avant, la plupart des gens qui étaient anti, et on a identifié un certain nombre d'anti. Vous avez les frères Koch aux États-Unis, qui évidemment dans le business dépend du pétrole, qui financent des chercheurs qui font des études longues comme le bras pour expliquer que non, il n'y a pas de réchauffement climatique. Ce discours, non, il n'y a pas de réchauffement climatique, ils ne le tiennent plus, même ceux-là qui sont noyés au dur. Ils disent aujourd'hui, oui, il y a un réchauffement climatique, mais l'homme y est pour rien. Donc le discours a évolué. Donc ça veut dire qu'il y a eu quand même des débats sur ces questions, et que les gens, Claude Allègre a quand même reconnu avoir été payé pour avoir raconté pendant des années qu'il n'y avait pas de réchauffement climatique. La plupart des indicateurs, il y a toujours des gens, quand vous postez sur un certain nombre de questions, ça c'est anecdotique, mais il se trouve que je fais une revue de presse, par ailleurs, qui s'appelle La meilleure revue de presse de l'univers connu, et j'aborde tout un tas de sujets, donc je poste sur les vaccins, sur le climat, sur des conneries des fois, et il y a toujours des gens qui vous expliquent que les mecs du GIEC, de toute façon, forcément, qui leur rapport disent qu'il y a un réchauffement, parce que sinon ils vont perdre leur boulot. Ce qui montre, une méconnaissance un peu profonde
exemple du mode de fonctionnement du GIEC, puisqu'ils sont payés chacun par leur pays dans le département de climatologie, mais les gens vous expliquent que de toute façon, ils n'ouvriront pas un rapport du GIEC, parce que ces mecs sont payés. S'il n'y a pas de réchauffement climatique, ces mecs, rien ne justifie leur boulot. Donc, à partir du moment où vous vous heurtez non pas au manque de connaissances, mais à la mauvaise foi, là, c'est vrai que ça devient compliqué. Mais honnêtement, les médias ont leur part de responsabilité, les médias sont simplificateurs, sont réducteurs, mais sur ces questions, vous ne pouvez pas dire à un gamin, tiens, il y a Le Monde Diplo, ou je ne sais pas qui a fait un dossier formidable de 16 pages sur la question, personne ne va l'ouvrir. Par contre, si vous avez une petite vidéo qui les amène à montrer sur un truc, là, on a moyen de faire passer ce message, parce que je pense que l'urgence, c'est cette génération qui arrive là. Cette génération qui est nourrie au numérique et qui n'a même pas, alors qu'elle est censée les avoir, les codes du numérique et de ses propagations. J'espère que j'ai répondu à peu près à votre question. Enfin, en science, le doute n'est pas la mauvaise foi. Et c'est pour ça qu'on essaye d'expliquer à nos gamins d'avoir un doute raisonnable à chaque fois qu'ils ont un truc. C'est précisément le doute, et on leur dit que surtout, la curiosité, c'est pas un vilain défaut. Parce que la question, c'est finalement, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, aujourd'hui, il semblerait, la Suisse, par exemple, prend ces questions un peu plus au sérieux que nous et un peu plus en amont. Il y a en France des tentatives où il y a une chaîne YouTube dont le nom m'échappe, qui fait avec des gamins qui sont en CM1, CM2, elle leur met des masques, elle leur fait jouer des rôles, elle leur fait raconter des histoires. À part diffuser inlassablement et essayer de les sensibiliser le plus tôt possible à ces questions, de toute façon, il y a toujours des gens qui vous expliqueront que je t'emmerde, t'as pas été là-haut, moi je te dis que la Terre est plate. Vous voulez expliquer Newton, vous voulez reprendre, expliquer quelle est la gravitation, expliquer au rappeur dont je parlais tout à l'heure que, en fait, si la Terre est plate, on va avoir du mal à satelliser un truc autour, même pour la regarder, parce que forcément, les lois de la gravitation étant ce qu'elles sont, il y a peu de chances que le satellite il tourne autour de l'assiette. Mais on ne démorde pas, quoi. Il y a toujours des gens qui, voilà, ce mec il a mis 100 000 $. Et il y a des gens qui vont sur ce site pour financer, pour dire, moi je suis persuadé qu'elle est plate et je vais payer pour en être sûr.